Merci d'être nombreux à cette conférence. Bienvenue également sur le stand de Polytech et sur le stand des conférences de Polytech. Nous nous réunissons maintenant pour cette conférence afin d'aborder la réforme de la gouvernance des REP. Nous avons des invités de marque pour cette conférence et nous sommes très honorés de leur présence et de leur intervention. L'idée de cette conférence, c'est d'aborder justement cette réforme de la gouvernance qui est, selon Federec, nécessaire, et surtout sur le nécessaire qu'elle soit au service de l'économie circulaire. Je m'appelle Adèle Motte et je suis en charge des affaires publiques chez Federec, et je vais laisser nos intervenants se présenter chacun leur tour. Je laisse la parole à monsieur le député Stéphane Delautrette. Eh bien, Président, merci de votre accueil pour cette intervention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Delautrette, député de Haute-Vienne, de la 2e circonscription. Et depuis peu, je préside aussi la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Federec pour l'invitation. Moi, je suis Baptiste Périssin-Faber. Je suis directeur général délégué de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et je suis particulièrement heureux d'être ce matin ici sur ce sujet, puisque auparavant, en fait, j'étais aussi un peu à l'initiative de la réforme des REP et de la loi anti-gaspillage, où j'œuvrais aux côtés de Brune Poirson à l'époque en tant que directeur de cabinet. Et donc, ça avait donné lieu à l'époque de la loi anti-gaspillage de vifs échanges, vifs débats avec les parlementaires, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être du côté de la mise en œuvre. Bonjour, Jean-François Carinco. Je suis président exécutif délégué de Federec. Je suis un fonctionnaire dans l'âme depuis près de 50 ans. J'ai fini préfet de Paris, puis président de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, avant d'être ministre des Outre-mer et maintenant président délégué de Federec. Voilà, bon, alors je ne maîtrisais pas encore le petit outil. Donc très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans les nombreuses propositions finalement qui ont été faites ces derniers mois, petit rappel historique donc, sur les filières REP, donc les filières de responsabilité élargie des producteurs qui demandent à ce que les producteurs soient responsables des produits qu'ils mettent sur le marché jusqu'à leur fin de vie, qui ont été instaurés en 1992 pour les emballages ménagers avec le premier éco-organisme Éco-emballage. Et depuis 1992, de nombreuses filières se sont créées, puisqu'aujourd'hui, en 2024, on peut compter 24 filières REP. On risque d'atteindre 8 milliards d'euros d'éco-contribution dans les années à venir. Mais aujourd'hui, les filières REP rencontrent de nombreuses difficultés. Des difficultés qui se posent pour l'administration d'une part, puisque la loi AGEC a multiplié ces filières REP, comme je le disais, et donc l'administration a été contrainte de rédiger de nombreux textes, décrets, cahiers des charges, mais également pour les opérateurs de gestion de déchets, qui voient leurs obligations administratives se multiplier également, nécessitant des investissements essentiels dans des logiciels de reporting qui parfois même les empêchent d'investir dans de nouvelles technologies, mais également des difficultés comme ça a été identifié dans les différents rapports sur la concurrence qui se pose. C'est par exemple le cas de la REP sur les emballages professionnels pour laquelle une conférence s'est tenue il y a 1 heure, mais également pour la REP par exemple VHU, pour laquelle il y a une conférence également dans l'après-midi, qui finalement est un peu la caricature de ce qu'on peut rencontrer comme difficulté dans les REP, puisque on attend près de 20 systèmes individuels avec 20 systèmes de remontée de data et de nombreux risques sur la concurrence, avec notamment un droit de priorité qui est envisagé par les constructeurs automobiles et avec lequel Federec est farouchement opposé. Comme je le disais tout à l'heure, le premier semestre de l'année 2024 a été l'occasion de nombreuses propositions, puisque 2 rapports ont été publiés en mai 2024, puis en juillet 2024.
Le premier porte sur le bilan de la loi AGEC qui a été réalisé par l'Assemblée nationale et donc par Monsieur Delotrette ici présent avec Madame la députée Rioton. Et également le rapport sur la mission d'évaluation des REP qui a été réalisé par 3 corps d'administration que sont l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Delotrette qui va pouvoir nous présenter les propositions relatives à la réforme des REP, parce qu'il n'y a pas que des propositions sur la réforme des REP, puisqu'il y en a de nombreuses propositions dans ce rapport, mais la réforme des REP fait partie des sujets qui ont été évidemment abordés. Est-ce que, Jean-François, vous avez un petit ajout à faire? Oui, juste en tant que FEDEREC. Il faut bien que chacun comprenne, monsieur le député, mais vous l'avez compris, l'ADEME aussi, qu'on est à un tournant de cette histoire du recyclage. Ce qu'on a fait, madame, ce que vous avez fait, mais le monde et les temps changent à une vitesse insoupçonnable. Il y a tout le réemploi qui arrive, et FEDEREC essaye d'en prendre la mesure. Il y a une innovation technologique considérable dans les affaires de recyclage, hein, ça change. On a tout le problème européen qui est là, et vous avez surtout le recyclage qui est, me semble-t-il, au cœur, et le réemploi, je les mets ensemble, et le réemploi, au cœur de la lutte qu'il faut mener sur l'écologie. L'écologie, c'est ne pas trop consommer et ne pas trop réchauffer. On est donc ne pas trop employer. Et donc c'est fondamental. Je pense que c'est plus une histoire de je te mets en marché, je te mets pas en marché, je te fais des trucs. Il faut que les politiques, excuse monsieur le député, et que chacun ici prenne conscience que chaque recycleur est un petit boulon dans son coin à Langogne en Lozère, un petit boulon qui travaille à des solutions à la polycrise mondiale. J'emploie le terme de polycrise exprès. Donc, tous ces débats, et je te le fais comme ci, et je te le fais comme ça, fondamentalement, je suis venu chez FEDEREC pour dire que ça m'insupporte. Où est l'ambition? Où est l'objectif? Pour une portion, elle a fait un joli truc, mais c'était il y a combien? 4 ans. Et depuis 4 ans, c'est incroyable, surtout dans ce secteur-là. Donc c'est ça, monsieur le député, monsieur le directeur adjoint de l'ADEME, que j'ai envie de faire passer comme message avant de rentrer dans la technique. C'est incroyable. Et dernier éclairage premier, vous avez sur le recyclage, le réemploi, une image très forte de ce que l'intérêt général des REP ne peut pas marcher sans les entreprises privées et que les entreprises privées n'ont pas de voie à suivre si elles ne sont pas dans la ligne de l'intérêt général. C'est les deux idées, le petit boulon pour sauver la planète et la confusion entre intérêt général et intérêt privé. Et donc je ne comprends pas qu'on ergote et je te le fais comme ci et je te le fais comme ça. Monsieur le député. Merci, merci Président. Mais ça fait une belle transition. Alors, exactement. Mais comme vous le disiez, la loi AGEC, c'était il y a 4 ans. C'est la raison pour laquelle, lors de la précédente législature, 4 ans après, il était temps d'évaluer les dispositions de la loi AGEC et voir si les objectifs et la trajectoire donnée étaient à la hauteur de l'ambition. Donc nous nous y sommes attelés, comme ça a été rappelé par vous, avec Véronique Rioton. Et nous avons pris dès le départ, en termes de méthode, nous avons eu le souhait d'évaluer l'intégralité de la loi, ce qui a mis un certain temps, c'est-à-dire pas focaliser uniquement sur les REP, parce que la loi AGEC, ce n'est pas uniquement la mise en place de REP et une question de gouvernance ou pas gouvernance des REP. C'est bien plus que cela. La loi AGEC, l'objectif premier de la loi était de passer de cette économie linéaire à une économie circulaire avec toute une réflexion autour de la prévention et pas uniquement du recyclage. Un des premiers enseignements et éléments de bilan que l'on retire dans l'analyse, c'est que c'est une loi qui, dans sa traduction, a été très focalisée recyclage et, de notre point de vue, pas suffisamment sur le volet prévention de la production de déchets.
Alors, évidemment, ça rejoint la question des REP et j'aurai l'occasion d'aborder au travers des REP comment on peut justement être un petit peu plus acteur en la faveur de la prévention. Nous avons souhaité, et ça a été très bien dit, oui, les industriels sont partie prenante, effectivement, et on ne peut pas oublier le rôle que jouent les industriels par rapport aux objectifs poursuivis, mais les consommateurs, tout comme les collectivités territoriales, sont des acteurs incontournables de la mise en œuvre de la loi et de l'atteinte des objectifs. Alors en fait, l'évaluation, ça a quand même été 50 auditions que nous avons menées. Nous avons rencontré un peu plus de 80 acteurs dans leur diversité. Et très vite, comme je le disais, on a vu qu'un certain nombre de dispositions étaient peu appliquées ou ne faisaient pas forcément l'objet de mesures de suivi et de contrôle, ce qui à un moment pose un problème, parce que c'est bien de s'assigner des objectifs et de mettre en place des outils de contrôle. Si derrière les contrôles ne sont pas réalisés, difficile d'atteindre l'objectif. Donc au final de ce rapport, c'est ce que vous disiez, nous avons formulé 100 recommandations, mais parmi ces 100, toutes ne concernent pas, bien évidemment, les filières REP. Alors pour aller directement à l'essentiel du sujet pour ce qui est des filières REP, et ça a été dit, c'est qu'on a vu avec la mise en œuvre de la loi AGEC une augmentation importante du nombre de filières et qui se sont développées en simultané, ce qui n'a pas été sans poser d'ailleurs des difficultés quant à leur déploiement compte tenu de la charge de travail que ça a pu représenter. Mais au final, alors moi j'avais le montant de 7 milliards d'euros, mais 7 ou 8, c'est pareil, mais tout cela pour dire qu'il y a là une manne financière importante qui peut permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs. Maintenant, à partir du moment où les moyens sont là, ça justifie qu'il y ait véritablement une action justement pour mettre à profit ces 8 milliards pour atteindre les objectifs notamment de prévention de production des déchets. D'autant plus que si on regarde un petit peu la trajectoire et au moment par rapport à ce qui avait été fixé, on n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'était assignés. Donc forcément, il y a quelque chose à faire. Donc pour ce qui est de cela, pour ce qui est de la gouvernance, il nous semble qu'il faut donner, renforcer et redonner un rôle de planification des stratégies de filière à ce qu'on appelle la commission interfilière qui est la CIFREP. En fait, dès le départ, avec Véronique Rioton, nous sommes dit qu'il fallait travailler avec l'architecture existante. Parce qu'en France, on a un peu tendance à vouloir tout casser chaque fois qu'on évalue quelque chose et à vouloir remettre en place des choses nouvelles. Sauf qu'à un moment, la difficulté, c'est l'efficience de la chose au bout du bout. Donc l'idée était véritablement de travailler avec les instances existantes et il nous semble que justement la commission interfilière REP, donc la CIFREP, peut impulser de nouvelles modifications, notamment des cahiers des charges, même après leur validation et leur publication en fonction des retours d'expérience et des contrôles, comme je le disais, qui ont été menés par l'État. Ce que nous proposons également, c'est de transformer le comité des parties prenantes qui existe au sein de chaque filière en conseil de la stratégie industrielle. L'idée étant, c'est de mettre autour de la table et de faire participer, comme je le disais, l'ensemble des acteurs à la définition de la stratégie. Je pense en particulier aux collectivités, mais aussi bien évidemment aux entreprises, tout comme aux associations environnementales, enfin tous ceux qui peuvent véritablement contribuer à la définition de cette stratégie. Avec l'idée qui n'est pas de remettre en question le rôle fondamental que jouent les producteurs, mais qu'il y ait une meilleure prise en compte de ces différentes parties prenantes dans la définition des stratégies. Autre volet qui nous semble important, c'est la déclinaison territoriale des choses. Il nous semble que d'intégrer une approche régionalisée dans les cahiers des charges serait de nature à mieux répondre à l'efficience de la mise en œuvre. D'autant plus que, vous le savez toutes et tous, les régions jouent un rôle de planification
important sur la question des déchets et plus globalement de l'économie circulaire. Donc décliner à l'échelle régionale les choses nous paraît important. Comme je l'évoquais en préambule, il y a un manque manifeste de contrôle et de mise en œuvre des sanctions. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à ce que la mécanique prévue se mette réellement en œuvre, mais aussi peut-être d'avoir des sanctions qui soient à la hauteur et suffisamment incitatives et à la hauteur des enjeux. C'est quelque chose qui a été relevé, vous le citiez, dans la mission de l'IGF, qui avait été commandée par l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne. Et nous avions été auditionnés d'ailleurs dans le cadre de cette mission. Et moi je suis assez satisfait que de voir que cette mission arrive aux mêmes conclusions et reprend un certain nombre des propositions que nous avions formulées, notamment celle de la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle et de régulation des filières REP, qui doit avoir plusieurs rôles. Bien sûr, c'est de réguler les équilibres concurrentiels, de gérer les différends et de contrôler et de sanctionner l'ensemble des parties prenantes dès lors qu'elles ne remplissent pas l'objectif pour lequel elles doivent participer. Un rôle important sur la collecte des données et la fiabilité des données effectives, de définir bien sûr d'objectifs pluriannuels assignés aux différents acteurs et aux mécanismes de contrôle associés, d'identifier et de sanctionner les metteurs sur le marché qui, eux, ne joueraient pas le rôle de la REP, et on parle beaucoup des passagers clandestins, c'est-à-dire que autant il y a ceux qui jouent le jeu et qui contribuent à atteindre l'objectif, mais il y a tous ceux qui ne le font pas et qui contribuent à une forme de concurrence déloyale. Donc il faut aussi s'attaquer à ce sujet, me semble-t-il. Voilà très rapidement brossé les propositions concernant la REP. On aura peut-être l'occasion dans les réactions de revenir un petit peu plus dans le détail. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir présenté en effet toutes ces propositions et également d'avoir présenté rapidement finalement les 10 propositions du rapport des trois corps d'administration, parce que malheureusement, ils ne pouvaient pas être présents avec nous aujourd'hui. On peut noter en effet votre proposition sur le comité de stratégie industrielle, qui est une proposition dont on va parler juste ensuite, que nous portons FEDEREC. Il nous semble que ce comité est essentiel, mais pour le coup qui n'est pas repris dans le rapport des 3 inspections. Donc le rapport des 3 inspections, comme je le disais, fait 10 propositions que monsieur le député vient de présenter, mais notamment avec une proposition principale, en effet, celle de créer une instance de régulation indépendante. Et c'est bien un sujet aujourd'hui qui est encore débattu au sein du gouvernement. Et donc je vais laisser la parole à monsieur Caranco, puisque FEDEREC a souhaité, dans la suite de ces 2 rapports qui auraient pu un peu tomber dans l'oubli avec la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a fait beaucoup de bruit, et c'est essentiel pour nous que cette réforme de la gouvernance des REP soit portée par les élus, par le gouvernement, mais également par les acteurs. Et c'est pour cela qu'avec FEDEREC et également d'autres fédérations, nous avons travaillé à la rédaction d'une proposition de loi que je vais laisser Jean-François Caranco présenter les 3 points et les 3 articles que nous portons. D'abord dire que je suis très content d'avoir entendu monsieur le député Lautrette. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase ensemble. Nous sommes en phase avec les 3 inspections qui ont fait ce rapport signé, dont la demande avait été signée par Elisabeth Borne et poussée par Antoine Peillon. Nous sommes d'accord avec beaucoup de gens du Conseil d'État qui suivent ça. Il y a un accord, me semble-t-il, global. Nous sommes presque d'accord avec le MEDEF. On est en train d'essayer de se mettre complètement d'accord.
Donc il y a une quasi-unanimité là-dessus. Alors pourquoi on n'avance pas? Et quelles sont les propositions pour avancer? Pour avancer, il va falloir éviter de disturber trop le système. Sur l'ensemble des 10 propositions, je voudrais d'abord dire que FEDEREC est favorable au REP. Très favorable au REP historiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxièmement, les REP, ceux de retraite à 17, moi j'avais dit 9 dans ma tête. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de milliards d'euros qui traînent. Et c'est de l'euro. Moi je dis que c'est de l'argent public, on ne le dit pas trop. En tout cas, c'est une dépense obligatoire pour le consommateur, qui est confiée à des opérateurs privés, c'est peu importe. Et donc il est normal que si c'est confié à des opérateurs privés, il y ait un contrôle renforcé des objectifs partagés. C'est aussi simple que ça. Alors les 3 propositions majeures sur lesquelles, je le redis, FEDEREC a déposé une PPL au Sénat, mais il faut que ça converge tout ça, il faudra qu'on en reparle hein, pour savoir comment on aboutit. Il y a 3 propositions majeures. La première, c'est contrôle-régulation. Nous sommes favorables. Et quand je dis ça, on me dit « Ouais, mais c'est ton histoire, c'est pour ça que tu as poussé cette idée. Hein, parce que j'étais président de la Creux. » J'en sais rien, en tout cas ça a marché. Nous sommes favorables, nous, à la création d'une autorité administrative indépendante ou à ce que cette tâche-là soit donnée à une AI existante. Peu importe. On me dit ça coûte. Il y a de l'argent, il y a 9 milliards. On me dit, ouais, mais c'est encore de la suradministration. Bon. Donc on a un plan B, mais on défend le plan A. On a un plan B, c'est une instance de régulation renforcée. Il va bien falloir que tout le monde se mette d'accord. Le sujet, c'est quand on dit qu'il faut donner du sens aux choses, il ne faut pas que le sens, à la fin, ça soit toujours sa pomme, son petit service ou son petit avenir. Donc, faut trouver une voie entre les deux. Nous, on préfère l'autorité administrative indépendante qui, à la creux, démontre son efficacité. Je suis désolé de citer un truc dans lequel j'ai été. On va dire conflit d'intérêts. Maintenant, il faut faire gaffe là, pour les journalistes. Quand ça marche, il ne faut pas être dans le coup, hein, surtout. Qui permettrait de sanctionner, de contrôler, de sanctionner, de regarder les objectifs. Hein, voilà. Et puis après, on dit, oui, mais il faut décrire ce qu'elle va faire. Mais quand vous êtes une autorité administrative indépendante, vous faites bien ce que vous voulez. C'est le principe. Alors si on en a peur, il ne faut pas faire de l'action publique. Deuxième sujet, vous avez parlé du CSI et des CIFREP et du comité des parties prenantes. Je suis d'accord à 2 réserves près. Ne multiplions pas les instances. Ne multiplions pas les instances. Et deuxièmement, donnons-leur un véritable pouvoir. La CIFREP, c'est comme ça. Je te fais des marionnettes tous les matins. Personne ne se sent lié par ce qui se dit à la CIFREP. Il faut là-dessus changer la loi. Est-ce que ça s'appellera toujours CIFREP ou j'en sais rien? Peu importe. C'est une bonne instance. Mais quels sont ses pouvoirs? Quel est son objectif? Si c'est juste pour réunir et blablater, vous inquiétez pas, il y a d'autres instances pour ce faire. Je souhaite que les cahiers, les agréments soient validés par la CIFREP, validés obligatoirement. Peut-être même que le choix des opérateurs agréés le soit aussi. C'est pas possible, sinon ça sert à rien, tu parles. Tu parles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un cahier des charges pour un agrément. Pour les VHU, c'est 400 pages. Personne ne les lit, sauf le mec qui l'a écrit. Et à la fin, c'est le mec qui l'a écrit qui décide, puisqu'on lui a donné ce pouvoir de tout faire. C'est moyennement participatif. J'adore l'administration, j'en viens. Hein. Mais bon, et je suis de ceux qui disent qu'elle ne doit pas être obéissante, mais loyale.
pour autant qu'elle soit contrôlée. Pour autant qu'elle soit contrôlée. Donc deuxième sujet, la CIFREP, son rôle, son pouvoir, et peut-être déblayer un peu le terrain à côté. C'est pas la peine qu'il y en ait 36 pareils. Après, je suis très content que l'idée de comité de stratégie industrielle ait été reprise. C'est une véritable activité économique. C'est une véritable industrie. Si on veut, je ne reviens pas sur écologie, emploi non délocalisé, innovation, tout le monde connaît ça. Il faut une stratégie, et non pas une stratégie, je vais choquer exprès, une stratégie écolo-socio-cul, il faut une stratégie industrielle. Industrielle. L'écologie marchera, ce qui est mon souhait absolu, sinon je ne serais pas venu, si elle sait se transcrire, s'exprimer au travers de stratégies d'entreprise, de stratégies d'emploi, de stratégies économiques. C'est ça ce que propose le sujet. Après, et c'est c'est le deuxième axe fort des propositions Conseil de stratégie industrielle. L'article 3, vous savez, les adhérents de FEDEREC, c'est des entreprises. Alors, il y a des petites, les anciens ferrailleurs et chiffonniers, qui couvrent le territoire, quand même. Qui couvrent le territoire. Enfin, ceux qui sont élus le savent. Que c'est 2 emplois par là, 10 emplois par-ci. C'est je te ramène les poubelles, je te fais des trucs, quoi. Des petits, des entreprises familiales moyennes, celle de mon président, de François Escoffier que je salue, qui irriguent le territoire, qui sont des entreprises familiales qui investissent, qui ont besoin d'un peu de rentabilité quand même. C'est d'ailleurs un des sujets que je reproche aux éco-organismes. Les éco-organismes, on ne l'a pas dit. Quel est le reproche qu'on leur fait? C'est de passer des contrats avec les communes ou les communautés de communes, avec les entreprises qui les étranglent. Tu ne peux pas investir si ton contrat il est de 2 ans à un coût qui est la moitié du coût de revient. C'est quand même ça le sujet. Il faut remonter les prix, allonger la durée et vous verrez que ça marche. Et pour ça, il faut contrôler. Je fais mon tour, j'ai fait une petite digression. C'est bien ça le sujet des éco-organismes, c'est la durée des contrats, le prix auquel ils le soumettent et la couverture du territoire. On peut recycler les bouteilles, mais si la bouteille de Cronenbourg que tu ramasses à Villefranche-Gernay-les-Bains, il faut qu'elle aille en train ou en camion jusque dans le Haut-Rhin, ça ne va pas le faire quand même au niveau écologie. Bon, on verra. Et donc, deuxième type d'entreprise, entreprise familiale qui ont besoin d'investir, je ne l'avais pas dit. Après, vous avez des grands groupes, des très très grands comme Veolia, Suez, des grosses entreprises familiales, Paprec de Richebourg, puis derrière Séché Nicolas. Tous ces gens-là, ils sont tous en concurrence l'un avec les autres. Ils sont en concurrence avec toutes les entreprises européennes. C'est un autre sujet, monsieur le député, dont on prendra la sortie du statut de déchets avec les systèmes européens. Et donc, ils ne peuvent pas mettre sur le marché, ça reste des entreprises. Leur donner comme ça à l'encan que les metteurs sur le marché utilisent pour faire pression sur les prix. Pour être honnête, c'est ça. Et donc, nous, on croit à des gens compétents sur une plateforme unique. Compétents et qui ont démontré dans l'histoire qu'ils n'étaient pas couillons et qu'ils savaient faire les choses. C'est pour ça qu'on défend l'idée d'une plateforme gérée par l'ADEME. C'est son boulot. Ça coûte aussi un peu d'argent. Il y a de l'argent dans 9 milliards. Bon. Voilà, monsieur le député, monsieur le directeur de l'ADEME, mesdames, messieurs, ce qu'on pense. Ce que je ne comprends pas, je reviens, c'est qu'on ne s'engouffre pas dans ces propositions qui sont partagées par tout le monde, monsieur le député. Alors, c'est à moi. Alors, à l'ADEME, nous, notre obsession, je veux dire, matin, midi et soir, c'est d'accélérer la transition écologique. Donc, nous, depuis la loi anti-gaspillage, donc ça fait 4 ans, on ne s'est pas tourné les pouces, on n'a pas ergoté, et on a essayé de développer un outil qui fonctionne et qui est au service de l'accélération de l'économie circulaire.
Il faut voir d'où on venait. En 2020, sur les REP, il y a un bureau à la DGPR, quelques ETP à l'ADEME, il y a 11 filières à gérer et puis ça pèse à peu près 1 milliard. Là, 4 ans plus tard, il y a une direction de supervision des filières REP à l'ADEME, où il y a 35 ETP. Ça pèse, on a dit, entre 7 et 9 milliards, enfin quand on aura eu la montée en puissance au bout. Et on a donc mis un peu à marche forcée en œuvre cette filière supplémentaire. On a 18 opérationnels aujourd'hui. Et donc nous, notre bande passante à l'ADEME, elle a été très centrée sur la mise en œuvre de ces nouvelles filières, la mise en œuvre d'un outil informatique qui va permettre de faire cette traçabilité dont tout le monde a besoin. On a mis aussi pas mal de bandes passantes pour s'apprivoiser avec les éco-organismes. On a eu quelques contentieux avec eux, mais aujourd'hui, je crois qu'on a créé la confiance. Et donc ça, c'est derrière nous. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est aujourd'hui équipé avec un outil qui permet en tout cas de produire des données fiables, crédibles et qui sont au service de tous. Alors là, j'avais proposé quelques slides, peut-être la suivante pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a un site vitrine aujourd'hui sur les filières REP. Ensuite, la suivante, on a un accès par filière. Les 18 filières sont couvertes. On clique, on rentre par exemple dans une filière. Là, c'est la filière, je crois, de l'ameublement. Et on a des tableaux de bord sur chacune des filières avec des chiffres qui sont actualisés, hein, donc forcément avec une année de retard, mais en tout cas aujourd'hui ça existe. Donc là vous voyez l'ameublement, hein, on a les petits compteurs, le taux de collecte, on est presque à l'objectif là sur l'ameublement, hein, l'objectif est de 40% et on a 39,8%. Le taux de valorisation on y est presque aussi, taux de recyclage presque, enfin, on peut encore un peu mieux faire. Et donc voilà, on a pour chacune des filières, on a ce tableau de bord qui est disponible pour tout le monde. Après, il y a des données qui sont confidentielles et nous, l'ADEME, on sait très bien gérer la confidentialité des données. Et ça, on sait le gérer. Donc tout ne sera pas public, hein, évidemment. Et ça, c'est important pour que tout le monde ait confiance dans le dispositif. Et puis ensuite, sur chaque filière, peut-être la dernière slide, eh bien, on produit des études. On produit des études quand il y a des manques qui sont identifiés par les acteurs de la filière. Donc là, il y a un groupe de travail avec les éco-organismes. Chaque année, on définit une programmation filière par filière des études. On a aussi un groupe de travail sur les données, de quelles données on a besoin. Et c'est vrai que parfois, c'est peut-être pas la peine de faire du reporting à outrance. Il faut qu'on se pose la question, ce reporting, il sert à quoi à la fin Donc voilà, tout ça, aujourd'hui, est mis en place. On peut encore progresser, et peut-être on y viendra dans le deuxième tour d'intervention. Mais en tout cas, nous, on a l'impression que donc, ces 4 ans ont permis de mettre au point cet outil qui est au service de tous, qui est au service de la traçabilité, de la transparence des filières. Il faut bien voir que ça n'existait pas du tout auparavant. Donc aujourd'hui, c'est au moins l'actif collectif dont on dispose pour accélérer l'économie circulaire et les filières. Et je dirais juste un dernier mot sur la stratégie industrielle. Ça, je pense, c'est un sujet qui n'avait pas été compris au moment de la loi anti-gaspillage. C'était le récit qu'on voulait vraiment installer, et en fait ça a été retenu comme une loi sur les bouteilles en plastique, globalement. Alors qu'en réalité, nous dans tous nos scénarios à l'ADEME, on n'atteint pas la décarbonation de l'économie sans l'économie circulaire. Dans tous les secteurs industriels, c'est l'économie circulaire à la fin qui fait la décarbonation et plus tous les enjeux de souveraineté sur les ressources qui vont être de plus en plus rares et qui sont stratégiques pour certaines. Là, je faisais juste une petite parenthèse où on est complètement aligné sur cette vision de stratégie industrielle. C'est pas une histoire de déchets, c'est pas juste une histoire de bouteilles plastiques. Merci beaucoup. Et en effet, c'était bien insisté sur l'aspect confidentiel des données, parce que dans notre proposition de loi, c'est un des sujets qui est essentiel via la plateforme unique. C'est bien la confidentialité de ces données pour protéger leur aspect justement stratégique, puisque c'est toute la valeur de nos entreprises et des entreprises du recyclage et du réemploi. Donc on a beaucoup discuté de cette fameuse instance de régulation qui anime aujourd'hui le cœur de nos débats, mais pas seulement ici, puisqu'au sein du gouvernement, on sait que tout le monde n'est pas forcément d'accord. On aurait aimé que le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie soient présents, mais au vu de ce sujet justement qui n'a pas encore été arbitré, ils ne sont malheureusement pas présents. Je sais qu'à l'ADEME, vous avez également, peut-être pas un avis, mais en tout cas certains commentaires sur cette
instance de régulation dont vous vouliez évoquer quelques points. Alors d'abord, est-ce que je peux vous faire une confidence hors compte rendu? Ce qui est assez savoureux, c'est que quand on préparait la loi anti-gaspillage, l'idée de l'autorité indépendante, évidemment, elle était déjà sur la table. Et moi, personnellement, j'y étais même favorable. Le ministère qui était le plus farouchement opposé, c'était Bercy. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire cette petite confidence. Et moi, aujourd'hui, évidemment, je ne m'exprimerai pas sur est-ce qu'il faut une autorité indépendante ou pas. Ce qui compte, nous, aujourd'hui, à l'ADEME, c'est l'action. C'est vraiment de délivrer sur l'économie circulaire. On a identifié, nous, un manque, et clairement, et ça, on en est pleinement conscience, et tout à fait d'accord avec le rapport d'inspection, c'est sur les analyses économiques. Aujourd'hui, un outil de politique publique qui va peser 7, 8 ou 9 milliards d'euros, il faut bien voir, les C2E, c'est 5 milliards par an. Là, ça va être plus gros que les C2E. Les C2E, c'est un levier majeur de la politique énergétique. Donc là, on parle d'un instrument qui est aussi gros. On ne peut pas naviguer à vue sur un dispositif comme ça. Donc nous, clairement, si on nous autorise à recruter, et en plus, les éco-organismes sont... Nous, on est payé par les éco-organismes. Il y a une redevance qui paye les ETP de l'ADEME qui sont dédiés à ce sujet-là. Les éco-organismes, ils sont prêts à payer un peu plus. Mais aujourd'hui, on est bloqué par notre plafond d'emploi. Autre règle administrative qui est un peu étrange. Mais en tout cas, si nous, on nous permet d'être mieux dotés pour faire des analyses économiques, pour régler ces sujets de répartition de la valeur entre acteurs, pour objectiver les vrais coûts, pour pas qu'il y ait des contrats léonins entre éco-organismes et opérateurs, nous, c'est une offre de service qu'on est prêt à faire, bien évidemment. Aller à la chasse aux freeriders aussi, préparer toutes les décisions de sanctions. Alors après, est-ce que c'est l'ADEME, est-ce que c'est un ministère, est-ce que c'est je ne sais qui émettra effectivement les sanctions? Mais nous, en tout cas, tout le travail préalable, on est prêt à le faire. Aujourd'hui, on est 35 cerveaux, on ne peut pas tout faire. Donc nous, sur ce point-là, on a clairement identifié le manque, on partage les recommandations du rapport d'inspection. Si on est prêt à se renforcer sur les analyses économiques et on est persuadé que ça apportera de la valeur et en tout cas que ça permettrait de trouver un chemin sur le plan B que Monsieur le Président évoquait, permettrait vraiment de renforcer l'existant avec un chemin praticable pour qu'on puisse délivrer très rapidement. Vous voulez que je réagisse dès maintenant ? Alors peut-être réagir à plusieurs choses. La première, c'est qu'on est complètement d'accord sur le fait que l'idée n'est pas de recréer une usine à gaz. Il y a des structures existantes aujourd'hui dont le rôle est mal défini et sur lequel il y aurait intérêt à clarifier le rôle et la mission qui leur est confiée. Et je suis d'accord sur le fait que la CIFREP peut être un outil précieux, mais qu'il y a nécessité à clarifier ses pouvoirs et ses prérogatives. Et c'est le sens de la recommandation que nous avions formulée. Tout comme les comités de stratégie industrielle, ce n'est que l'évolution qui existe déjà au sein même de chaque REP. L'idée n'est pas de réinventer quelque chose, mais de lui donner une orientation nouvelle et qui permette de répondre à l'objectif. Pour ce qui concerne le rôle central que peut jouer l'ADEME, alors bon, ceux qui connaissent un peu mon parcours ne seront pas surpris que je reconnaisse à l'ADEME son rôle central, son objectivité et son indépendance qu'il faut absolument préserver. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'ADEME peut jouer un rôle plus important pour ce qui est de la collecte des données et du reporting qui est fait compte tenu du rôle qu'elle a. S'il y a une chose sur laquelle il faut qu'on avance, effectivement, c'est de lever le frein au recrutement en faisant sortir ces effectifs des emplois, des plafonds d'emploi, et le problème sera réglé. La question du financement se trouvera. Mais à un moment, il va falloir qu'on arrête
de toujours mettre en avant les coûts supplémentaires dès lors qu'il s'agit de faire du contrôle, du suivi. Il est indispensable aujourd'hui si on veut véritablement faire progresser le système. Alors c'est vrai au niveau de l'ADEME, mais c'est vrai au sein des ministères et des directions elles-mêmes. Ce sont des sujets sur lesquels il faut absolument que l'on avance. Sur le volet stratégie industrielle, je pense qu'effectivement, il y a 4 ans, peut-être qu'il n'y avait pas la maturité pour que dans la loi AGEC, on apporte cette vraie dimension. Il y a eu un vrai loupé, c'est la loi Industrie verte. On a essayé au moment de la loi Industrie verte justement de ramener le sujet dans le débat et il n'y a pas eu de volonté du ministre Le Maire à l'époque de nous donner cette opportunité-là. Et je pense qu'il va falloir y revenir. Et pour ne pas être beaucoup plus long, pour ce qui est du cheminement parlementaire, la proposition de loi qu'actuellement vous avez proposée au Sénat et qui probablement va avoir son débat et pourrait avoir un cheminement parlementaire est totalement en phase avec ce que nous avions, nous, porté avec Véronique Rioton sur le rapport AGEC. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons eu la chance de pouvoir publier notre rapport avant la dissolution. L'autre avantage, c'est que nous avons eu la chance tous les deux, après dissolution, d'avoir été réélus. Et il est évident qu'on n'a pas du tout l'intention de laisser le rapport sur lequel on a passé quasiment une année de travail, d'audition et d'écoute de l'ensemble des partenaires pour le laisser là où il est actuellement. Donc nous avons repris contact avec Véronique Rioton, nous avons des rencontres prochaines avec les différents ministres qui pourraient être concernés. En tout cas, dans le cheminement parlementaire, vous pouvez compter sur nous pour qu'il y ait un cheminement entre Sénat et Assemblée. Possiblement, nous chercherons, si ce texte était voté au Sénat, à l'enrichir peut-être d'autres éléments de notre rapport, mais c'est toute la plus-value du travail parlementaire et des allers et retours entre Sénat et Assemblée. En tout cas, tout cela me semble aller dans le bon sens, donc nous serons évidemment à votre écoute et prêts à porter ensemble le sujet. Merci beaucoup. Alors, Non, juste, vous constatez, des journalistes qui sont là, qu'il y a un accord général. Le sujet, c'est juste, tu passes la première. Hein, tu enclenches la première. C'est ce que j'ai écrit au cabinet de Mme Pannier-Runacher. Hein, voilà. C'est tout le problème de la France. Hein. Savoir passer la première de temps en temps. Mais bon. Voilà. Et donc peut-être avant de laisser la parole à certains d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions, un dernier point qu'on avait évoqué lors de notre préparation de cette conférence, c'était vraiment le sujet finalement des REP au service de la performance environnementale, au service du fonctionnement et de la réindustrialisation de nos territoires. Est-ce que vous aviez quelques mots à dire sur ce sujet ? Oui, juste je vais donner... Ça, FEDEREC, c'est bien l'industrie et les emplois des entreprises. Mais le combat, il est exactement le même pour les collectivités locales. L'argent de la contribution, de l'éco-contribution, il doit servir certes à l'innovation, certes à de la communication générale, mais il doit servir à aider les deux qui sont sur le terrain, les colocs, hein, avec leur centre de récupération. Il y a des tas de choses à dire, mais enfin bref, là aussi, et les entreprises qui recyclent. Les deux sorties principales de l'éco-contribution, c'est là, plus peut-être l'innovation, la communication, mais enfin, le sortie est là. Vous avez des éco-organismes qui ne dépensent pas leur argent, parce qu'ils sont dans leurs petits trucs comme ça. Hein. Mais ça me paraît, le dialogue entre les éco-organismes et les communes n'est pas meilleur qu'entre les éco-contributeurs, enfin les metteurs en marché, et le système, l'écosystème des recycleurs. Hein. Alors, il faut être à 3, il y a pour ça il y a la CIFREP, mais pour autant que ça serve à quelque chose. Si ça ne sert à rien, donc je dirais collectivité locale, entreprise, même objectif, même finalité, même envie,
Monsieur le député, aidez-nous. Aidez-nous. Mais c'est ce que je fais depuis 2 ans. En tout cas, je porte ce discours. Non, mais un sujet essentiel, c'est vrai qu'il y en a de nombreux, mais la question du maillage territorial. Enfin, moi, j'ai été, avant d'être parlementaire, j'étais maire d'une petite commune du sud Haute-Vienne pendant 15 ans, président d'une petite interco, vice-président d'un syndicat départemental de déchets. Enfin, ce sont des sujets qui me sont assez familiers. Je sais que sur la question du maillage territorial et de la prise en compte de l'ensemble des activités présentes sur les territoires, il y a quelque chose à réécrire. Là, il faut réconcilier un petit peu ce lien entre territoires et décideurs nationaux, et que c'est comme ça qu'on relèvera le défi, d'autant plus quand on va sur le terrain de la réparation, du réemploi, où on voit toute la plus-value et la nécessité de mailler l'ensemble du territoire si on veut atteindre nos objectifs. On aurait pu parler aussi de l'économie sociale et solidaire, enfin l'ensemble des acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs. Donc je suis évidemment totalement convaincu. Mais ça renvoie à une chose, et ça a été, vous l'avez très bien dit, c'est qu'à un moment, il faut que l'ensemble des acteurs participent à la définition de la stratégie. On ne peut pas laisser la décision reposer sur les seuls producteurs. À un moment, si on veut véritablement négocier le virage, il faut que l'ensemble de ces acteurs participent ensemble à la définition de la stratégie. Oui, pour revenir à votre question sur performance environnementale, performance économique, pour nous, enfin à l'ADEME, les REP, elles doivent vraiment concilier les deux. Il y a 2 jambes au REP. Et ensuite, alors nous, en termes d'instruments, à l'ADEME, on a évidemment le fonds économie circulaire qui va accompagner plutôt l'investissement. On a aussi, via France 2030, des dispositifs qui peuvent accompagner l'innovation, le déploiement d'usines dans le recyclage. Mais il faut bien voir que ces moyens publics-là, ils sont incommensurables avec les 7, 8 ou 9 milliards qui vont être générés par les REP. Donc nous, on continuera à jouer notre rôle un peu d'aiguillon pour aller soutenir l'innovation, pour aller soutenir les premiers investissements. Mais ensuite, la massification, c'est via les filières REP, et c'est là où la performance économique est essentielle, sinon il n'y aura pas d'investissement. Et donc nous, on est les garants à la fois de la performance environnementale et puis on essaye de mettre de l'huile dans les rouages pour la performance économique. Merci beaucoup à tous les 3 pour tous ces apports sur ce sujet central pour nos entreprises. Je vais laisser maintenant la parole à notre public. Alors, je vous laisse vous présenter et ensuite poser votre question. Bonjour, Martine Chartier, le journal Profession Recycleur. Le rôle de l'ADEME n'est pas clair dans l'organisation justement de cette mise en marche de la loi AGEC et des filières REP. En fait, on a l'impression que l'ADEME collecte des données, est un comptoir pour le financement de certains projets. Mais est-ce que l'ADEME pourrait devenir aussi une espèce d'agent de contrôle à un moment donné, avoir un poids peut-être plus important que ce que le politique, dont on voit quand même c'est pas toujours très clair du côté du politique. Donc à un moment donné, l'ADEME peut être aussi un point de référence. Alors, nous à l'ADEME, on est opérateur de l'État, donc on remplit les missions qui nous sont confiées par le politique. Maintenant, nous, on a vraiment deux missions sur l'économie circulaire. Une mission historique d'expertise et de soutien à l'investissement, de l'innovation avec le fonds économie circulaire. Et puis cette nouvelle mission que nous a confiée la loi anti-gaspillage sur la supervision des filières REP, donc la collecte de données qui sont transmises via les éco-organismes, évaluation des performances des éco-organismes, on publie des études et on met à disposition les données qui peuvent l'être. Celles qui restent confidentielles, on sait gérer la confidentialité. Donc voilà, on a ces 2 missions, expertise, soutien à l'innovation, investissement, et puis collecte de données pour rendre transparent en fait ces filières. Et ensuite, nous, comme je le disais, on peut se renforcer sur la partie évaluation économique, préparation de décisions de sanctions. Ensuite, est-ce que c'est à nous d'émettre les sanctions ou est-ce que c'est plutôt au ministère et qui a le pouvoir régalien? Enfin, nous, on est complètement agnostique sur le sujet. Mais en tout cas, tous les outils sont là potentiellement
pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, monsieur et ensuite... Oui, bonjour, Jean-Yves Orcel. Je suis directeur général d'une start-up qui s'appelle Circle Chain, dont l'objectif est la traçabilité des matériaux, des déchets et des produits de réemploi. Nous nous appuyons sur une technologie blockchain de consortium, qui est une blockchain souveraine française. Et donc, j'aimerais savoir comment faire pour accéder à vos services de l'ADEME et comment faire pour vous montrer ce que nous avons fait à Bessancourt, dans le Val d'Oise, qui nous a été acheté maintenant par la communauté d'agglo du Val d'Oise. Voilà, c'est très facile hein, pour nous contacter, soit via nos directions régionales, hein, on a des bureaux dans toutes les régions, soit directement, vous pouvez m'écrire, on peut en parler après. Alors, monsieur... Bonjour, Gaëtan de Robière, avocat. C'était plutôt pour rebondir sur et d'aller dans le sens de la question précédente. C'est vrai qu'il y a un mélange des genres à l'ADEME qui peut faire un peu peur aux opérateurs, notamment aux étrangers qui ne comprennent pas toujours, aux étrangers donc, qui placent des produits sur le marché français, qui ont un peu de mal à se saisir de la législation française qui évolue perpétuellement. Notamment, j'ai un cas plus précis en tête pour un opérateur qui voudrait mettre en place un système individuel de traitement des déchets, ce qui est assez complexe. L'ADEME propose un support, mais si dans le même temps il y a une casquette de superviseur / régulateur, c'est quelque chose, c'est un message qui peut réfréner les opérateurs économiques. C'est madame qui a dit qu'il fallait mélanger le tout. Il n'a pas envie, je ne crois pas que l'ADEME ait envie d'être sanctionneur, opérateur de contrôle. Sur leur mission à eux, oui. Il faut aussi que vous sachiez que l'ADEME, elle a été en transformation incroyable. Hein. Elle s'est territorialisée de manière différente de ce qu'elle était avant. Laissons-la faire son métier et ne demandez pas, c'est ma position, à l'ADEME de contrôler. Demandez-lui de faire des rapports. C'est pour ça que nous, on est pour une autorité de contrôle. Hein. Voilà, qu'elle fasse de la promotion, qu'elle fasse du recueil de données. Comment les... Eh bien, elle a les données, elle les ramasse et elle les passe à celui qui est chargé de les contrôler. C'est pas la même chose de ramasser des données de manière objective, de manière sereine, de manière confidentielle, que de sanctionner. Voilà. Non, c'est pas... Non, qui donne les trucs. Et vous me permettez, puisque vous parlez d'une entreprise étrangère, c'est jamais assez dans le débat, mais de retraite le sait, c'est toute la puissance de l'Europe quand même. Hein. Tout ça n'a de... Alors il y a la Commission qui est en train de rédiger, et FEDEREC y est associé, la Circular Economy Act, et puis vous avez toute l'administration, entre la DG Environnement, la DG Gros et la DG Trade, hein, c'est un peu compliqué, avec un sujet qui est fondamental, monsieur le député, c'est le statut de sortie de déchets. Hein. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'Union européenne? On n'est pas sorti de l'auberge quand même sur ces sujets un peu compliqués. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière question Sur la question du rôle que joue l'ADEME, en tout cas la vue du côté du législateur, et là, pour ce qui est en tout cas moi de ce que l'on cherche à préserver, c'est qu'il ne faut pas confondre collecte de l'information et observation et contrôle. Pour moi, ce sont deux choses bien distinctes, et ne pas retirer à l'État ce qui est de sa prérogative de contrôle et de sanction. En tout cas, nous, on l'a clairement mis dans notre rapport, et c'est une chose sur laquelle on sera extrêmement vigilant. S'il est une chose sur laquelle on a fait des propositions, c'est sûr, par exemple, je vais prendre l'exemple des plans éco-conception. Aujourd'hui, les plans éco-conception sont transmis par les entreprises à l'éco-organisme. Personne n'y a accès, personne ne sait ce qu'il y a dedans, personne n'analyse ce qu'il y a sur le sujet. Et nous pensons, et nous le préconisons dans le rapport, c'est que ces plans soient plutôt transmis à l'ADEME,
qui a aussi un rôle d'accompagnement, ça a été dit, et si on veut faire progresser le sujet, je pense que c'est une des dispositions sur lesquelles on peut avancer. Reste à voir comment on peut mieux définir la ligne de partage entre les uns et les autres. Merci. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, il n'y a plus trop de questions. Ça tombe bien, on est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous présenter les propositions, nouveaux outils et différentes positions sur cette réforme de la gouvernance des REP que nous attendons avec impatience et pour laquelle nous serons aux côtés des élus et du gouvernement pour travailler à une solution au service de l'économie circulaire. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. On vous invite à venir sur le stand FEDEREC juste derrière et puis aller visiter toutes nos entreprises qui sont présentes lors de ce salon. Merci beaucoup et bonne suite de journée à tous.